question de ce sujet, de la thématique d'aujourd'hui, pourquoi choisir le ciel, comment éviter la radicalisation. C'est Vincent de Gaulle qui va la faire, bien sûr. Je vous le présente succinctement. Il est sociologue, mais pas n'importe quel sociologue. Il est sociologue clinique. La sociologie clinique, c'est en interaction avec les sujets d'étude, en quelque sorte. Interaction. Il est aussi président du RISC. RISC, c'est les initiales de Réseau Réseau international de sociologie clinique, tout simplement. Il est toujours par Monzévo. Il est aussi auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont je ne cite que quelques titres qui frappent. Normalement, il est spécialiste, enfin normalement, c'est pas normal, mais nous, on l'a surtout invité pour le sujet du travail. Et il a écrit récemment le livre qui s'appelle Le capitalisme paradoxant, pourquoi le système rend fou, un système qui rend fou, et puis avant la société malade de la gestion. Alors Vincent de Gaulle dans ce livre, Mon enfance se radicalise, insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un tabou familial de l'histoire. Et cette histoire tabouisée ressort un peu plus tard. Et donc, après, c'est la discrimination, après, c'est échec scolaire, et échec professionnel, etc. Et bon, ce sont parfois les déclencheurs de cette haine, l'idéal de haine, hein. Et puis, cette action de le mettre en problème, en thématisant tout cela, l'objectif, c'est en fait de retourner cet idéal de haine, l'absolu religieux, en quelque chose de positif, en quelque chose de valorisant pour le sujet qui se dit peut-être je peux quand même, il y a une possibilité de m'impliquer dans la société, un engagement citoyen éventuellement, parce que il y a une reconnaissance quand les débats se font sur ce qu'il propose, n'est-ce pas? Cette enquête, qui est d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, est faite avec Isabelle Seuret, une sociologue belge. Toutes mes excuses de l'avoir, parce que c'est Vincent de Gaulle est co-auteur, et c'est Isabelle Seuret qui, elle, pour approcher ces jeunes en voie de radicalisation, vous imaginez que ce n'est pas facile. Elle a fondé une association qui s'appelle « Rien à faire, rien à perdre ». Voilà. Alors, effectivement, le thème de ce soir est délicat. Quand on aborde la question de la radicalisation, la question du terrorisme, la question de cette violence, c'est difficile de ne pas se sentir d'abord émotionnellement impliqué, et puis d'essayer de s'approcher. Vous avez peut-être entendu parler de ce débat, hein, comprendre, c'est déjà excuser, hein, et donc on serait dans la culture de l'excuse parce qu'on essaie de comprendre en fait quelles sont les sources de ce phénomène. Et c'est vrai que la sociologie clinique s'est toujours intéressée à ces questions, ces phénomènes sociaux, mais comment peut-on aborder la violence sans violence? Et en particulier, est-ce que la posture clinique est tenable face à des événements qui sont considérés comme barbares, comme inhumains, et qu'on soit touché d'ailleurs dans sa chair ou dans ses proches, ou que l'on voit ça à la télévision, on ne peut pas rester indifférent, et on est tous impliqués d'une façon ou d'une autre. Alors, la question, c'est d'essayer d'aborder ça, et c'est l'objet de ce livre, l'objet de cette conférence de ce soir, et l'objet de ce projet RAFRAP, Rien à faire, rien à perdre, que j'ai mené avec Isabelle Seuret en Belgique, à Schaerbeek, qui est un quartier à côté de Molenbeek. C'est là où un certain nombre de jeunes sont partis en Syrie, en Irak. Et l'idée, c'était évidemment double ou triple. D'abord, c'est comprendre. J'aime bien cette phrase
Stefan Zweig, qui dit le meilleur moyen de m'expliquer à moi-même quelque chose qui me paraît inexplicable, c'est de le décrire et de tenter de l'expliquer à d'autres. Je trouve que c'est exactement ce qui m'est arrivé, en tout cas pour cette histoire-là que je vais vous raconter. Hein, comment ça a démarré. Et puis comprendre, comme sociologue, notre société est fracturée aujourd'hui par cette question autour de la radicalisation, autour du terrorisme, autour de cette forme de violence. Et puis, en même temps, de sociologie clinique, c'est-à-dire une certaine façon de comprendre, c'est d'essayer d'aller au plus près du vécu de ceux qui vivent les phénomènes qu'on essaye de comprendre. Alors, mais il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit de comprendre pour agir, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à cette confrontation à cette forme de violence, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce qu'on peut faire, c'est d'abord d'essayer de comprendre, mais comprendre pour essayer d'intervenir et de prévenir. Sachant que, évidemment, face à ce type de violence, la tentation, c'est d'abord la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et je comprends très très bien. Mais en même temps, tous les gens d'ailleurs qui sont en première ligne sur la sécurité le savent. La sécurité, c'est nécessaire, mais c'est sûrement pas suffisant. Et c'est une intervention à court terme, mais à moyen et à long terme, effectivement, il n'y a que la prévention qui peut nous permettre d'éradiquer le phénomène. Alors, je vais vous raconter un peu pourquoi et comment j'ai été impliqué dans ce programme, cette aventure, qui est à la fois une aventure humaine, intellectuelle et politique, je pense, très profondément politique. Et puis, je vais essayer de vous montrer comment on a travaillé pour, justement, développer des actions de prévention par rapport à ce phénomène-là. Et donc, je suis très heureux que Véronique ait pu venir, parce que j'ai beaucoup aimé son livre, et elle va nous raconter pourquoi elle l'a écrit, mais ça rentre tout à fait dans cet esprit d'essayer de comprendre pour éviter que ça puisse se reproduire. Alors, je vous propose d'abord d'être dans l'écoute, c'est-à-dire de partager cette posture clinique, hein, c'est difficile, l'empathie et la bienveillance par rapport à des formes de violence avec lesquelles on n'a pas du tout envie d'être dans l'empathie, pas du tout envie d'être dans la compréhension, on a envie d'être dans la réaction. Et en même temps, c'est clair qu'un des aspects, c'est effectivement comment on peut échapper au manichéisme et à la haine quand on est confronté à ces problèmes. Alors j'y reviendrai en conclusion, mais pour vous dire dans quel esprit on a écrit ce livre et que j'aimerais partager avec vous dans ce débat de ce soir, je voudrais vous lire le témoignage de Sandrine. Sandrine a été blessée dans les attentats de Bruxelles, elle était dans le métro à Bruxelles, donc il y a 2 ans, c'était en mars 2016. Elle a été blessée assez grièvement. Et puis, elle raconte dans un livre comment elle a essayé de se reconstruire à partir de là. Et elle dit en particulier, le débat sur les politiques d'intégration me semble pas mal posé. Il n'est pas non plus propice à apporter des solutions. Tous les terroristes sont nés ou ont grandi en Belgique ou en France. L'amalgame permanent entre les questions d'immigration, d'intégration, de radicalisation, de réfugiés, de terroristes, brouille l'analyse et alimente une vision anxiogène de l'avenir. Je suis convaincu que la grande majorité de la population, quelles que soient ses origines, souhaite comme moi vivre paisiblement dans une société qui lui garantit sa sécurité sur tous les plans. Quand allons-nous travailler à ce qui nous rassemble et construire une société basée sur un projet commun, plutôt que de mettre constamment en avant ce qui nous différencie? C'est une société plus égalitaire que je souhaite et non plus sécuritaire. Au risque de paraître naïve, je pense que c'est à cette condition que ma sécurité sera assurée. Et elle réagit très, très violemment contre les discours en particulier ces discours extrémistes. En Belgique, donc, ils ont un ministre de l'Intérieur qui est d'extrême droite et qui avive la haine en permanence.
Et elle dit, de tels propos m'insécurisent, j'ai besoin de discours de paix. Je ne suis pas dans la colère et je ne ressens aucune haine. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne peux m'appuyer ni sur l'une ni sur l'autre pour me reconstruire. J'ai l'impression d'avoir été tellement victime de la haine que c'est une autre voie que je dois prendre si je veux la transformer en quelque chose de positif. J'ai plutôt envie de distiller un message de paix. J'aime travailler à construire ensemble avec toutes les difficultés que cela suscite. C'est cela qui est riche. Alors, si je vous ai lu ce témoignage de Sandrine, c'est parce que c'est bien dans cet esprit-là que le projet Rien à faire, rien à perdre a commencé. Il a commencé grâce à Isabelle, à qui je rends hommage. Elle ne pouvait pas être là ce soir, sinon elle serait venue. Parce que c'est quand les attentats ont démarré, elle s'est dit, elle a été prise dans il faut faire quelque chose. Et Isabelle a beaucoup travaillé au Moyen-Orient, a beaucoup travaillé dans des ONG, avait l'expérience et en même temps elle a été impliquée dans des programmes de victimologie ou autres. Et donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et puis un jour, elle va à un colloque et, sur la radicalisation. Et puis il y a une femme qui prend la parole, Salia Ben Ali, et qui raconte que son fils est parti en 2013 en Irak et qu'il n'est pas revenu. Et après ce témoignage, Isabelle est frappée, il y a un silence de plomb. Les intervenants reprennent la parole comme si c'était rien passé. Et elle voit Salia qui est dans une solitude extrême, comme si ce propos-là était déplacé, incongru, et qui pose effectivement une question sur laquelle on reviendra sans doute. Est-ce qu'on peut parler de victimes pour les familles de djihadistes comme on parle de victimes pour les attentats? Et il est clair que le même mot n'est pas pertinent pour deux situations qui sont aussi différentes, et qu'en même temps, pour ce qui est du registre de la douleur, de la souffrance, de la sidération, etc., ces mots-là conviennent tout autant. Et donc c'est à partir de cette question-là que Isabelle s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et elle a fait deux choses. Elle a fait Elle s'est dit, pour faire de la prévention, il faudrait se rapprocher de ces jeunes qui ont voulu partir, qui sont partis et qui sont revenus, ou qui ont été empêchés de partir, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. Et ça n'a pas été simple, je peux vous dire, ça a même été compliqué, je ne vais pas vous raconter toutes les difficultés, mais vous verrez le résultat, c'est-à-dire qu'elle a effectivement réussi. Au début, je dirais contre les institutions, parce qu'on lui disait, mais si vous faites ça, vous ferez du prosélytisme, hein, il faut combattre le phénomène, il ne faut pas faire des capsules vidéo qui risquent de favoriser la propagande de Daesh. D'ailleurs, elle n'a pas eu de financement au départ. Et le seul financement qu'elle a eu, c'est la commune de Scarbeck, dans laquelle beaucoup de jeunes sont partis en Irak et en Syrie, et puis la fondation du roi Baudouin qui a compris ce qu'elle voulait faire. Et puis avec Salia avait créé une association de mères de djihadistes, et elles se réunissaient régulièrement, et puis elles étaient, à un moment donné, elles n'étaient pas satisfaites parce qu'elles se disaient, mais on est en train de mettre ensemble notre malheur, nos souffrances, l'incompréhension, mais en fait on tourne en rond. Et il y en a une qui dit à Isabelle, on est taraudé par la honte et par la culpabilité. Ça fait un déclic dans la tête d'Isabelle qui dit, tiens, mais je connais quelqu'un qui travaille non pas sur les ressources de la honte, mais sur les sources de la honte. Alors, pour ceux qui me connaissent, ce sont, fait depuis très longtemps, des groupes d'implication et de recherche où les gens viennent travailler sur eux pour comprendre pour eux les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et en particulier, il y a un groupe qui s'appelle Face à la honte, mais aussi, là j'en fais un au mois de mai, le sujet Face au conflit, beaucoup sur le travail, enfin, par rapport à la souffrance au travail, et puis roman familial et trajectoire sociale, c'est-à-dire les conflits liés à l'histoire familiale, etc. Et donc, il est développé avec beaucoup d'autres, dont Ginette qui vient d'arriver, cette approche
autour de romans familiales et trajectoires sociales et ces groupes d'indication et de recherche. Et donc Isabelle parle avec Salia et dit on pourrait demander à Vincent s'il serait d'accord pour venir vous accompagner par rapport à cette question de la honte et de la culpabilité. Et donc Isabelle m'en parle, je lui dis d'accord. Et je me souviendrai toujours, ça m'émeut toujours de penser à ça, parce que jamais j'avais pensé que ça pourrait vivre une situation comme celle-là, de débarquer à Scarbeck un matin, et je vois ces 8 femmes qui montent l'escalier de la salle où on allait faire ce groupe. Sur ces 8 femmes, 5 étaient voilées, et je me disais, mais comment dire, d'habitude les gens sont volontaires pour venir dans ces groupes, c'est des gens qui sont des travailleurs sociaux, des psychologues, des professionnels de la relation, bon, même si j'en ai fait dans des milieux très très différents et autres. Et là, c'était elle qui, donc, voulait en fait, comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé. Et elle commence, je raconte donc dans le livre, je n'ai pas développé longuement, mais combien elles sont effectivement dans une détresse absolue, et une double honte. La honte de cette stigmatisation dans laquelle sont les familles de djihadistes, qui sont considérées évidemment, c'est pas étonnant, et Véronique en parlera peut-être, comme étant complices forcément, c'est leurs enfants. Ou alors fautifs, c'est qu'ils n'ont pas pu les élever, hein, pour que c'est impensable que mes propres enfants arrivent à ça. Et le déchirement de ces mères, hein, il y en a une dont le fils s'est explosé au Stade de France, et qui dit c'est comme si mon ventre avait explosé. Et donc elles sont à la fois dévastées de l'intérieur, de penser que leur enfant, hein, est devenu, c'est leur terme à elles, un monstre, entre guillemets, et en même temps, je veux dire, c'est pas possible, elles sont dans une contradiction radicale, à la fois elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas adhérer à ce qu'il est devenu, et en même temps, elles ne peuvent pas se séparer de ce qui est la chair de leur chair, ce qui est leur enfant. Et donc, dans cette contradiction-là, elles étaient dans des phases beaucoup de sidération. C'est pour ça que le groupe de parole que Salia avait mis en place était très très important. Pouvoir en parler avec d'autres, non pas pour se justifier, non pas pour répondre à un interrogatoire, mais simplement pour évoquer la souffrance dans laquelle elles sont. Et dans ce groupe, donc, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est 2 choses à la fin du groupe. On a travaillé sur leur histoire pour essayer de resituer l'événement biographique du départ de l'enfant comme un événement biographique parmi d'autres. Il y a eu un amont et il y a eu un après. Et la mère de Bilal, par exemple, disait « Depuis que c'est arrivé, je ne suis plus que la mère de Bilal. Les frères et sœurs ne sont plus que les frères et sœurs de Bilal. On n'est plus que la famille de Bilal. » C'est-à-dire toute leur vie, toute leur histoire est vue à travers le prisme de cet événement du départ de l'enfant. Du départ, et puis avec un deuxième aspect qui est l'incertitude sur son devenir, parce que parmi elles, il y en avait qui ne savaient pas si les enfants étaient toujours vivants ou pas, et quand ils recevaient un SMS disant qu'il était mort pour la plus grande gloire d'Allah, ils ne savaient pas dans quelles circonstances, ils savaient pas, ou ils ne savent toujours pas d'ailleurs, où est le corps ou autre, et donc ils sont dans un deuil impossible et dans une insécurité en même temps permanente, parce qu'évidemment, la police vient, les surveille, la justice demande des perquisitions, il se passe toute une série de choses. Donc cet événement-là, effectivement, modifie complètement l'existence. Et l'idée, c'était de dire, bon, est-ce qu'on peut essayer de remettre ça, hein, dans l'histoire, dans le roman familial et la trajectoire sociale. Et en fait, ça a été une expérience très très intense, parce qu'en fait, elles n'avaient jamais fait ça, de travailler sur leur histoire. Et on a travaillé sur... Elles sont remontées aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, et puis pour resituer aussi l'histoire de leurs enfants, et pour essayer de remettre ça dans l'historicité, c'est-à-dire, il y a eu un avant, hein, un avant qui éclaire aussi les contradictions du présent et qui permet, hein, d'imaginer qu'il puisse y avoir un après, même si cet après est difficile à élaborer ou autre. Et donc, à la fin de ce travail-là, ils ont dit, mais il y en a une, Nabila, qui dit, mais en fait, on n'a pas su transmettre à nos enfants.
cette histoire. On ne leur a jamais parlé de cette histoire. Et ça, je pense que c'est une piste tout à fait importante sur laquelle on pourra revenir, hein, sur la prévention de la radicalisation, sur le rapport à l'histoire de cette 4e génération. Hein, parce qu'on a un scénario à peu près, les grands-parents étaient dans la misère. Là, c'était beaucoup dans le Rif marocain, mais c'est pareil en Algérie, en Tunisie. Les grands-parents ont immigré, ils ont fait venir leurs enfants, qui sont les parents de ces djihadis, hein, et ils ont une insertion sociale. Ils sont dans ce groupe de femmes, il y avait des éducatrices, des assistantes sociales, des animatrices, des aides-soignantes, des femmes de ménage, mais avec une insertion. Et tous les enfants étaient à l'école, étaient nés en Belgique ou en France, et avaient fait des études, et étaient dans une voie d'insertion professionnelle jusqu'à un moment donné où il y a une rupture, mais la plupart de leurs frères et sœurs avaient une insertion, je dirais, hein, on va dire, si vous voulez bien, normale, hein, entre guillemets. Et puis le deuxième point qui m'a frappé, c'est qu'à la fin, il se trouve que ce groupe, c'était il y a 2 ans, on l'a fait 3 semaines après les attentats de Bruxelles. Vous savez, les attentats à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro. C'est le témoignage de Sandrine qui était dans le métro. Et donc c'était dans un contexte particulièrement tendu. Et elles ont décidé, enfin elles ont mis en place, elles ont pris contact avec des mères de victimes des attentats qui avaient organisé la manifestation, et elles ont demandé de manifester ensemble. Et il y a une photo où elles avaient mis il y avait une mère de djihadistes qui tenait à côté de la banderole, et puis une mère des victimes des attentats qui tenait l'autre côté, et elles avaient fait une banderole où il y avait un cœur rouge, mais comme c'était un peu malhabile, c'était un cœur un peu sanguillonnant. Et il y avait écrit « Retissons du lien ». Et ça a suscité évidemment beaucoup de polémiques, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient absolument pas d'accord, d'autres qui disaient « mais c'est bien ça qu'il faut faire ». Et donc, et depuis, elles ont continué, et je vous raconterai tout à l'heure où on en est et pourquoi je vous ai lu ce témoignage de Sandrine. Et la dernière capsule que je viens de recevoir cet après-midi, il n'y a pas encore les images, il y a juste le son, mais je pense que ça nous permettra de penser à ce qu'il est possible de faire pour retisser du lien. Alors, à partir de ça, c'est un aspect des choses, le travail avec les familles, et on a aussi développé des groupes avec les frères et sœurs, avec les pères. On reviendra, si vous voulez, sur la place des pères. Et puis, parallèlement à ça, donc, Isabelle, avec Natacha David, de la commune de Scarbeck, était une des responsables de la cellule de prévention de la radicalisation. On fait des entretiens avec des jeunes, des entretiens enfin, généralement, plusieurs, au moins 4, 5, parfois 6 entretiens, souvent de 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, avec des jeunes différents qui étaient partis ou qui va essayer de partir. Et l'idée d'Isabelle, qu'elle a réalisée, c'était, à partir de ces entretiens, 2 choses. Elle me demandait, moi, de les analyser pour en faire un peu, pour en tirer un peu qu'est-ce que ça nous apprend sur la genèse du processus qui conduit à la radicalisation et qui mène aussi à la... Alors on n'emploie pas ce terme parce qu'il n'est pas satisfaisant, hein, de se dégager de la radicalisation, de ce type d'investissement dans le rapport au religieux, le rapport à la société, le rapport à la violence. Et donc, et parallèlement à ça, elle est journaliste de formation, Isabelle. Elle a présenté le journal de la RTV, la radio-télévision belge, pendant des années. Et elle faisait ces capsules vidéo, qui sont elle essayait de résumer en 3-4 minutes l'essentiel, mais elle le co-construisait avec le jeune. Bon. Et donc, je vais vous proposer, si vous voulez bien, d'en regarder 2, celle de Mansour et celle de Marie. Ces capsules vidéo, elles sont faites pour quoi? Elles sont faites pour faire des débats dans les écoles, dans les maisons de quartier, dans les centres de détention, dans les
ou de prévention ou autre, parce que en fait, ceux qui sont en première ligne, comme travailleurs sociaux, comme éducateurs, comme enseignants, mais aussi les juges, les policiers ou autres, sont très démunis parce qu'ils ne savent pas très bien quoi faire. Et donc c'était l'idée aussi de leur donner des outils pour organiser des débats autour de la question de la radicalisation. Et Salia Ben Ali est une de celles qui anime ces débats depuis qu'on a commencé à faire des capsules vidéo. Elle a fait des débats avec 3000 jeunes, ou 3000 personnes, dont essentiellement des jeunes. Hein, et les enseignants en redemandent et autres parce que ça leur donne un outil tout à fait précieux par rapport à cette prévention de la radicalisation. Alors si vous voulez bien, on va écouter la première capsule vidéo, celle de Mansour. Je suis content. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti de l'IPPJ, j'ai dit à ma mère et à moi-même, je vais faire quelque chose avec ce qui s'est passé avec la problématique de l'extrémisme. Moi, je garde à l'esprit ce qui s'est passé pour moi. Je dis qu'entre le noir et le blanc, c'est le gris, qu'il faut développer l'esprit critique. Que va faire là-bas un jeune de 18 ans? Tu ne vas pas arriver à changer les choses. J'ai des copains qui sont en Syrie et ils m'ont dit que ce n'est pas la même chose que ce que l'on voit dans les vidéos de l'État islamique et les autres. Pourquoi je les connais? Ils étaient avec moi à l'école. Ils étaient avec moi dans la même vie. Et moi, ces personnes, je ne vais pas dire que c'est un terroriste ou un radical. Je dis c'est une problématique. Jusqu'à 14-15 ans, tous les professeurs me disaient que je suis intelligent. On m'a même dit « Pourquoi tu ne choisis pas chimie au docteur ?» Alors, j'ai changé d'école et j'ai été dans une où je suis le seul Marocain. On est juste des Marocains. Et des Belges, chaque jour, m'ont dit « Va au Maroc, retourne là-bas. » Alors, à force de se faire renvoyer des écoles pour comportements très très rebelles, j'ai plongé dans l'islam. Ça a toujours été comme ça avec moi. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Et le problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais. J'étais rebelle contre tout le monde qui était contraire à moi. Vers 17 ans, je cherche à comprendre. À ce moment, Sharia for Belgium était quelque chose de grand en Belgique. Ils occupaient beaucoup de place dans les médias. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes? Pourquoi ils crient? Pourquoi ils ne sont pas contents avec la démocratie? Et je cherche au nom de mes croyances, au nom de l'islam, mais je ne sais toujours pas quoi. Mes amis n'ont pas de travail parce qu'ils ont une barbe. Ma femme ne peut pas mettre de burqa. Qu'est-ce que je fais ici en tant que musulman? Tu as l'impression que la société dit non alors que l'islam dit oui. Tu te sens mal. Tu as deux choix. Soit tu t'adaptes, comme dit l'extrême droite, accepter ou dégager, ou le deuxième choix est de te trouver une nouvelle identité. Il y a le chemin normal et puis le côté extrême. Le besoin de recherche d'identité, c'est là que tu commences à rentrer dans une forme de trou noir qui n'est pas dangereux en soi, mais où tu dois te faire soutenir. Moi, je n'ai pas tourné le dos à ma famille pour tout, mais j'ai dit à mes parents, vous n'êtes pas trop démocrate, mais vous êtes un peu trop moderne. Il y a certaines choses de l'islam que vous avez laissées tomber. Mais j'ai fini par ne plus écouter ni l'imam, ni les parents, parce que je considérais qu'ils avaient une approche trop moderne de l'islam. Par exemple, si un enfant se laisse pousser la barbe et qu'il met les vêtements traditionnels, les parents disent « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Alors que quand je lis le Coran, justement, on insiste sur le fait que suivre la tradition est quelque chose de très positif. Mais ce problème n'existera pas si nos parents nous avaient appris l'islam quand on était petit. Dire comment on va prier, comment on va écouter. Non, c'est une obligation de l'islam qui a disparu aujourd'hui. En 2015, quand les Russes ont bombardé en Syrie, j'ai vu une vidéo. C'était live. C'est vraiment une confrontation à la réalité, à la vérité. J'ai beaucoup pleuré.
Ça touche beaucoup mon cœur, même maintenant. Je ne pouvais plus être ici pour travailler à l'école, alors que là-bas, chaque jour, il y a des morts. Le plus difficile, je me suis dit, est que je vais laisser ma mère. Mais ici, elle est encore libre et en sécurité, et là où je vais être, je vais aider des mères qui ne sont pas en sécurité. En 15 jours, ça a été vite, j'étais à l'aéroport. Les autorités de Charleroi ne m'ont pas laissé passer parce que j'étais dans une liste de jeunes pour partir en Syrie. À l'IPPJ, j'ai pensé pour une deuxième fois à y aller. J'étais encore plus radicalisé. Pourquoi? J'étais frustré. J'étais encore plus isolé. J'ai dit, je fais quoi ici? Je veux un projet. Tu me comprends? Mais vous ne me donnez rien. J'aurais eu besoin d'un théologien, un imam qui sait, qui a étudié des choses dans l'islam, qui va m'expliquer. Quand tu vas chercher quelque chose dans l'islam, c'est comme une mer. Tu ne sais pas plonger et dire, ici c'est ok, là-bas non. À chaque fois, tu ne sais pas comment est la profondeur. La seule question qui est posée à des jeunes comme nous, c'est « T'es encore en rapport avec l'État islamique ?» Oui, ok, bye. Non, ok, tu mens. Prochaine fois, prochain jour, t'es encore pour l'État islamique? Tu dis non, tu mens. Il y a toujours des punitions pour des jeunes comme nous, mais il n'y a personne qui a pensé les questions. Pourquoi? Pourquoi ces jeunes? Qu'est-ce qu'il veut? Chaque mois, quand je voyais le juge, il disait « Toi, tu changes, mais pas positivement, tu changes en pire. » J'ai dit « Ouais, quand t'as pas le médicament pour quelqu'un qui est malade, ne crois pas qu'il va guérir. » Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce témoignage de Mansour ou des réactions? Merci. La première question qui me traverse l'esprit, c'est s'ils avaient quand même développé des méthodes plus intéressantes pour interroger les jeunes. À l'IPPJ Oui, et est-ce que vous avez fait des travaux là-dessus aussi, sur les approches? Oui, ce qu'ils racontent, c'est vrai. Au départ, c'est des détenus, c'est comme l'administration pénitentiaire en France. Donc ils sont considérés comme dangereux. Et alors c'est en même temps très contradictoire parce que là évidemment c'est des extraits, donc ils critiquent très fortement, en particulier le fait que quand ils réclament de la nourriture halal, etc., exprès on ne lui en donne pas, c'est comme forme de punition. Hein. Donc il n'y a pas l'aspect éducatif par rapport à l'aspect répressif. Effectivement, au départ, il le dénonce beaucoup. Alors, avec ces capsules, et puis il y a des réflexions en ce moment sur ces questions-là, pour essayer de réintroduire plus de préoccupations éducatives et pas seulement répressives. Et en particulier, il y a toute une réflexion, par exemple, quand il dit « je me posais des questions, mais en fait, j'avais pas de réponse à ces questions ». Et ça serait bien quand même qu'il y ait des imams, par exemple, quand les jeunes se posent des questions, qui apportent des réponses. Il y a toute une réflexion qui est en train de se faire autour de cette question-là, en Belgique et aussi un peu en France, mais quand il est incarcéré, c'était juste 2015-2016, à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup.
mais depuis, ils ont développé des autorités belges, ils ont développé des meilleures méthodes d'interagir. Disons qu'ils essayent. Moi, ce qui me surprend, Vincent, c'est qu'il dit on ne me donne pas de projet. Alors que nous, on travaille surtout, quand on est plus jeunes, sur leur projet à eux, pour le construire, l'élaborer avec eux, mais c'est eux qui ont un projet. Et là, on a l'impression qu'il faut qu'on lui donne quelque chose. Alors, oui. C'est infantile. Enfin. Oui, on va y revenir, parce que Mansour, c'est toujours un balancement entre, d'un côté, il est bien sujet, c'est lui qui a choisi, il dit qu'il a un esprit critique et que c'est pour ça qu'il s'est radicalisé, etc. Et en même temps, il dit, mais on m'empêche d'être sujet et de choisir et on ne me donne pas les moyens d'élaborer un projet. Alors ça, c'est son témoignage. Je peux vous donner des nouvelles de Mansour, parce que, évidemment, le fait d'avoir participé à ce projet Rien à faire, rien à perdre, d'avoir fait cette vidéo, donc on ne les voit pas pour respecter l'anonymat, hein, mais c'est bien eux leur texte, et ils ont suivi, c'est eux qui ont choisi les images, c'est eux qui ont monté. Bon. Alors la suite, là, il a décidé de reprendre ses études, et il a décidé de s'investir dans des programmes de prévention de la radicalisation, un peu sur le modèle des éducateurs spécialisés en France. Et donc, effectivement, hein, là, il parle de la première phase à l'IPJJ où il était plus dans la phase de la répression, mais après, en faisant ça, maintenant, il est dans une phase où effectivement, il développe il a développé donc une critique qu'il amorce là par rapport à ce qui lui est arrivé, hein, et il s'est investi pour que ça n'arrive pas à d'autres jeunes, et c'est une de ses motivations principales pour élaborer un nouveau projet de vie. Alors ça, c'est une question tout à fait centrale, c'est qu'est-ce qui peut, par rapport au projet de radicalisation, hein, de s'investir pour la plus grande gloire de Dieu dans un combat qui est supérieur à tous les autres, qu'est-ce qui peut effectivement être proposé comme alternative à une telle idéalisation, hein, projection de soi dans un idéal supérieur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que, ne soyons pas naïfs, c'est justement parce qu'il a été empêché de partir qu'il y a un basculement qui s'est fait aussi. C'est-à-dire, je dis ça pour ne pas penser que la prévention puisse être la seule solution et qu'il n'y a pas de nécessité à un moment donné, hein, de répression pour arrêter un processus qui est en train de se mettre en place. Oui ? Oui, moi je me demandais, parce qu'il dit que l'islam c'est comme la mer et qui va plonger dedans, et qu'en fait on ne leur a pas appris quand ils étaient enfants, plus jeunes, ils se tournaient vers sa famille. Il lui a dit, mais pourquoi on ne m'a pas dit les questions auxquelles je me pose maintenant? Et en fait, je trouve ça très très grave, hein, parce que c'est comme si les parents manquent à leur rôle de transmission, s'ils veulent transmettre quelque chose, en fait. Donc ils sont plongés dans des questions, et dans leur enfance, on leur parle pas de leurs racines, en fait. Alors là aussi, hein, c'est en fait très très contradictoire, mais je vais passer la parole à Véronique, parce que quand il dit ça, hein, il faut bien voir, c'est des jeunes qui sont dans l'adolescence. Hein. Vous savez ce que disait Freud sur les 3 métiers impossibles, dont le métier de parent. De toute façon, les parents ont toujours tort pour un adolescent. Donc quand il dit ça, il ne faut pas non plus le prendre au pied de la lettre. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais là où il a raison, il pointe quelque chose de la contradiction pour lui, hein, dans laquelle sont ses parents, entre un projet de la modernité, de s'insérer en Belgique, en France, professionnellement, etc., et donc de rompre avec les traditions, hein, des grands-parents, des arrière-grands-parents, de ce rapport à l'islam, etc., pour pouvoir s'insérer dans la modernité, et en même temps, ils sont musulmans, et les parents sont des musulmans qui ont une foi, mais qui ne sont pas du tout dans un radicalisme
religieux, mais plus dans un relativisme, je dirais, en tout cas qui adapte les valeurs de la tradition à la modernité, etc. Et là, hein, quand Mansour dit ça, quelque part, il est sous l'influence, hein, en particulier des salafistes, en disant « Ouais, mais nos parents, donc, ils sont plus des musulmans purs. Ils sont devenus impurs, ou ils ont plus... c'est eux qui nous ont coupés avec la tradition, etc. » Alors, ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'il y a un balancement en permanence entre comment concilier les valeurs de l'islam et les valeurs de la modernité. Et vous savez bien que ça traverse d'ailleurs ce débat-là, hein, les musulmans. Mais je vais passer la parole à Véronique parce que si Mansour insiste, lui, beaucoup sur cette question de la religion, il faut voir qu'un certain nombre de djihadistes ne sont pas du tout dans les mêmes rapports à ça, et que, alors, les statistiques sont toujours tout à fait contestables, hein, mais on évalue entre 20 et 40% le nombre de ceux qui se sont convertis, en tout cas qui n'étaient pas de famille au départ, soit musulmane, soit pratiquante, ou soit influencée par la religion. Et c'est le cas de Quentin. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors je suis un petit peu émue ce soir, bon, c'était pas prévu que je vienne, mais je suis tellement passionnée de ce sujet, pas seulement parce que je l'ai vécu, mais parce que je pense que c'est important, que je me suis dit il faut que je vienne, puis on s'était rencontrés plusieurs fois déjà, lundi pour le tournage d'une émission, et voilà. Donc moi c'est vrai que c'est une manière pour moi d'être vivante, que de pouvoir parler de ça, parce que en plus je suis émue ce soir parce que Quentin aurait 26 ans là dans 3 jours, donc c'est dur. C'est un moment difficile, les anniversaires, parce que Quentin, voilà, il est parti, il n'y avait pas de raison. Il ne ressemble pas à Mansour et en même temps il lui ressemble, parce que Quentin n'est pas d'origine maghrébine, il n'a pas d'ancêtre marocain, nous ne sommes pas musulmans. Mais moi, ce que je remarque avec les familles qui sont touchées, qu'on soit comme nous, avec un enfant qui s'est converti puis radicalisé, c'est pas forcément concomitant, ou qu'on soit deux cultures musulmanes, et ben le désarroi est exactement le même, l'incompréhension est la même. Voilà, parce que l'islam, bah, c'est une religion qui n'est pas simple. Elle n'est pas simple non plus pour ceux qui la pratiquent, même si pour certains il y a des évidences et pour d'autres il n'y en a pas. Et les enfants comme Mansour, ou comme Quentin, ou comme d'autres, bah, il y a un moment effectivement, il y a quelque chose qui achoppe, parce qu'il y a un islam dit authentique, le vrai, et puis il y a l'autre qui serait le faux. Et peut-être que les parents de Mansour, ce que veut dire Mansour, c'est mes parents, ils sont dans le faux islam, l'islam d'ici. Mais en France, on a les mêmes questions. On nous parle de l'islam de France. Il y a des musulmans qui disent ça veut rien dire. Nous, on veut l'islam en France. Vous voyez, c'est compliqué. Donc les gamins, il faut vous dire, enfin je dis les gamins parce qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas forcément petits, mais ils sont pas finis. Et donc du coup, il faut aussi essayer de comprendre que ils ont bien sûr une part de responsabilité parce qu'ils tombent là-dedans, ils y adhèrent, mais on les y amène aussi très bien avec des méthodes bien ficelées, parce qu'il y a des méthodes qui ressemblent un petit peu aux méthodes sectaires, avec le salafisme dont parlait Vincent. Alors, pour parler de Quentin, vous voyez, ce matin, on a eu une perquisition encore à la maison, alors qui s'est bien passé, enfin en tout cas sans violence, mais pourquoi? On nous a annoncé la mort de Quentin mi-janvier 2016. Mais sa mort n'est pas reconnue. Parce qu'on vous envoie un message, ou téléphonique, ou WhatsApp, etc. Parce que l'État islamique, et même ce qu'il en subsiste maintenant, c'est très organisé. Et donc ils tiennent des registres sur les jeunes qui arrivent, avec le téléphone de papa, maman, tes études, qu'est-ce que tu veux faire. On peut être informaticien et djihadiste, hein. On peut être boulanger, on peut être... voilà. Et donc, voilà, il y a un jour, s'il y a un mort, on vous appelle. Alors, on reçoit un message d'un inconnu. L'inconnu, d'ailleurs, j'ai parlé avec lui, je le raconte dans mon livre, et on vous congratule parce que votre enfant est mort. D'accord? Parce que ceux qui les font tomber là-dedans, ils idolâtrent le djihad, ils embellissent le martyr, il faut le faire, c'est un acte de courage, et puis on leur dit que bah, si tu le fais pas, on te culpabilise quand même au passage. Hein. Alors, après, il y a ceux qui vont dire oui, mais le djihad, il y a aussi le grand djihad, le djihad spirituel. C'est ce que cherchait Quentin quand il s'est converti. Et quand il nous a... Je m'excuse, hein, j'ai un peu de... J'espère que je ne vais pas être confuse, mais quand Quentin nous a annoncé sa conversion, il nous a mis devant le fait accompli.
il avait 20 ans. 21. Et donc il était très joyeux. Il avait la banane, et moi j'ai cru à un coming out, vous voyez, je m'attendais même peut-être à un coming out sexuel. Enfin, je m'étais dit, à la limite, tu m'aurais dit je suis homosexuel, je l'aurais accepté peut-être plus facilement. Mais j'ai accepté sa conversion avec son papa. Simplement, on a été surpris parce que c'est pas notre culture. Mais moi, nous, dans la famille, comme on a élevé Quentin dans la tolérance, nous sommes un couple métissé. Mon mari est né à Port-au-Prince, mais il a grandi en France. Donc il y a aussi un métissage, mais tout à fait intégré. Et alors je ne dis pas que ça n'a pas travaillé Quentin, hein, j'en sais rien, c'est peut-être une source d'explication, mais il ne faut pas chercher que les explications dans l'histoire familiale. C'est aussi dans la société et puis aussi la transmission religieuse. Et donc Quentin avait la banane, il nous dit, ben voilà, j'ai rencontré l'islam, j'ai cherché sur les religions, il nous a parlé d'une quête spirituelle. Ne vous inquiétez pas, papa et maman, ça ne va rien changer. Il était assez lucide, hein, et il avait peur que ça nous sépare. Et on lui a dit, Quentin, si tu es heureux, on sera aussi, fais le bon choix et fais-en quelque chose de bien. Donc on m'a même reproché, quand je commençais à être publique, mais trop tolérante. Vous voyez, comme si ce serait un défaut. On a élevé notre enfant dans la tolérance. Et lorsqu'il était en Syrie, puisqu'on a gardé des contact avec lui jusqu'au bout, pensant que ça allait le faire revenir, on attendait ce fameux déclic, puisque nous n'avons pas trouvé d'aide, c'était bien avant ce dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'il n'y avait quasiment rien qui n'existait sur le marché. Et Quentin nous a dit, ben, c'est grâce à vous, aux valeurs que vous m'avez transmises. Et c'est dur d'endosser ça. Et moi, je n'en veux pas à l'islam, mais j'en veux à ses copains musulmans qui l'ont radicalisé. Parce que malheureusement, ça a quand même à voir un peu avec l'islam. C'est un courant de l'islam qui fait que ces jeunes, à un moment, partent. Et donc Quentin, dans son parcours de conversion, au début, effectivement, c'était normal, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets aussi quand je parle, c'est important les mots. Hein. Et il y a eu effectivement... alors moi, j'employais pas le mot radicalisation. D'ailleurs, dans le livre, je le dis aussi, parce que quand ça a commencé à changer, en 2013... bon, déjà, on n'en parlait pas, comme aujourd'hui, et moi, je parlais plutôt d'intégrisme religieux, parce que c'est là-dedans que Quentin est tombé, l'intégrisme religieux, comme ça existe chez les juifs, chez les catholiques, etc. Sauf que on parle plus de l'intégrisme religieux musulman aujourd'hui que des autres, parce que c'est aussi au nom de cette religion que certains en viennent à prendre les armes. Alors, c'est vrai que ça pose problème. Il serait resté intégriste sans basculer dans la violence, et encore, je n'ai pas de preuve qu'il soit tombé dans la violence, parce qu'on ne l'a jamais vu avec des armes et tout, mais il est parti au mauvais endroit. Donc de toute façon, il est considéré disparu par les autorités, mais coupable d'avoir rejoint un groupe qualifié de terroriste. Ce qui ne fait pas de lui un terroriste, mais ça fait de lui un malfaiteur. C'est pour ça qu'on a eu une perquisition ce matin, parce que bien qu'il soit mort, il est considéré disparu, et si jamais on le cachait à la maison. Alors vous imaginez, c'est quand même hyper dur. Moi j'ai eu la police il y a 2 jours, elle m'appelle au bureau, alors vous êtes en plein travail, hein, moi je travaille dans la presse, et voilà, est-ce qu'on peut venir chez vous, etc. Je dis, je suis pas à la maison, enfin, qu'est-ce qui se passe, Quentin est mort. Oui, je sais, madame. Enfin, elle admet que c'est un peu incongru, mais c'est le juge qui mandate ça. Donc voilà, parce que les recruteurs vont être jugés, parce qu'il y a des filières, parce que voilà... Quentin a été au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des mauvaises personnes. Mais son intention de départ était juste. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il a passé son bac S, bon, Quentin n'est pas un marginal. Alors, il était un enfant normal, entre guillemets, dans une famille normale, entre guillemets, plutôt bien sans problème, enfin en tout cas sans problème. Voilà, on n'est pas des parents parfaits, hein, personne ne l'est, mais il vivait dans un pavillon. Il partait en vacances l'hiver et l'été. Il a travaillé. On ne lui donnait pas l'argent de poche comme ça. Il y avait des valeurs, on le rendait responsable. Mais il était aimé et aimant. Bon, a priori, pas de problème. Bac S dans une école catholique, privée, la meilleure école du 93. Enfin, il partait plutôt bien. Bac S avec mention, il s'oriente vers kiné. Après, il change pour devenir faire des études de sport. Et il se posait des questions, Quentin, sur qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que le métier que je suis en train de choisir en faisant STAPS va me plaire quand j'aurai 60 ans? Mais je n'en sais rien, Quentin. Tu as raison de poser cette question, mais tu as le temps de voir. Tu as le temps de voir.
Est-ce que la société est juste? Bon, l'année où il a passé son bac, il y a eu le fameux tremblement de terre en Haïti. Son papa est donc né en Port-au-Prince, et puis on parlait beaucoup d'Haïti forcément à la maison. C'était très violent ces images sur Haïti. Et qu'est-ce qu'il a fait, Quentin? Il a fait une quête, il a fait des gâteaux, il a vendu des gâteaux à l'école avec ses copains, ils ont fait un spectacle de rock, danse, etc. Ils ont collecté 4 500 € pour Caritas. Ben, c'est le même Quentin qui est parti en Syrie. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait qu'il est parti ailleurs? Je ne sais pas, moi-même, je voudrais qu'il vous parle aujourd'hui. Vous voyez? Je ne sais pas, je parle au nom de Quentin parce que ça me fait du bien, mais j'espère ne pas le trahir. En tout cas, moi, je n'ai pas de honte, j'ai pas de culpabilité, parce qu'on en a beaucoup parlé à la maison, et mon fils aîné nous a dit, il a 4 ans et demi plus, pardon, il a dit, papa, maman, on a fait tout ce qu'on a pu. On n'a rien, on n'est pas responsable. Voilà. Après, voilà, il y a des signes qu'on n'a pas vus, que je comprends mieux maintenant, et c'est pour ça que j'ai fait un livre pour dire aux autres, ben voilà, moi ce que j'ai mis 3 ans à mettre bout à bout, ben, servez-en, servez-vous-en, mais en même temps, c'est pas une science exacte, hein. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui se voient, il y a des signes qui se voient pas. Moi, je suis allée à la Grande Mosquée de Paris pour essayer de comprendre, pas la radicalisation, mais ce qu'on nomme aujourd'hui la radicalisation, que moi j'appelais intégrisme religieux, fondamentaliste, parce que Quentin disait oh, mais t'inquiète pas, maman, moi je suis pas. Nous, enfin, moi, les autres, enfin mes amis, ceux qui sont comme moi, on veut prier comme les pieux prédécesseurs. C'est pas inquiétant quand quelqu'un vous dit ça. C'est même plutôt rassurant. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne peut pas prier comme les pieux prédécesseurs aujourd'hui dans nos sociétés. C'est pas possible. La charia du temps du prophète, vous ne pouvez pas l'appliquer aujourd'hui. Il n'y avait pas de voiture au temps du prophète. Et pourtant, ils roulent en bagnole aujourd'hui. Il n'y avait pas de portable, et pourtant, ils en utilisent. C'est plein de contradictions. Mais ils sont en recherche un peu de pureté, d'authenticité. Et puis, il y a sûrement un beau message dans l'islam, y compris chez ceux qui parlent des pieux prédécesseurs. Mais bon, je pense que Quentin s'est un petit peu embrouillé, ça c'est clair, parce qu'en plus, il était converti, donc pas forcément bien armé, pour répondre à des gens qui lui disaient « moi j'ai la vérité, écoute-moi », parce que c'est comme ça que ça se passe. Et quand je suis allée à la Grande Mosquée de Paris, pour peu de temps avant le départ de Quentin, mais bien évidemment à ce moment-là, je ne savais pas que Quentin allait partir, la seule chose qui m'inquiétait, c'est que ça commençait à l'isoler de la famille et de la société. Il avait arrêté l'université, il ne taillait pas sa barbe, parce que le prophète ne le faisait pas. Les fêtes de famille commençaient un peu à poser problème, même s'il y assistait jusqu'au bout, parce qu'on ne transigeait pas là-dessus, mais s'il y avait du vin à table, ça le rendait malade, au sens propre du terme. Hein. C'est-à-dire que lui n'en buvait pas, même avant, donc il n'a jamais eu aucun souci avec ça. Par contre, de voir quelqu'un à côté de lui qui buvait du vin, même sans être dans l'ébriété, c'était comme s'il avait un drogué à côté de lui, qui se piquait à l'héroïne, c'est de ces mots, hein, et que lui ne faisait rien pour l'en empêcher. Donc vous voyez, c'est-à-dire on leur a mis, je dis on, hein, parce que c'est le on que j'emploie dans mon livre, il est important, la communauté salafiste qui fait beaucoup de ravages, et qui est en libre accès sur Internet, dans certaines mosquées, etc. Et pour moi, on n'empêche pas le danger de circuler. Et donc Quentin, si vous voulez, il souffrait finalement dans sa conversion, parce qu'il était en balance entre le Quentin d'avant et le Quentin musulman qu'il essayait de devenir. Et l'islam des Lumières auquel je croyais, puisque moi, j'ai élevé mes enfants, j'étais à l'école, j'ai étudié la philosophie aussi, je m'intéressais à ça avec son papa, moi je me disais, l'islam des Lumières, pourquoi pas? Comme les autres religions, comme le bouddhisme, il y a du bon partout, comme il y a du mauvais partout. Mais le soufisme, par exemple, ça n'intéressait pas Quentin. Et pourtant, j'ai une de mes belles-sœurs qui est d'origine marocaine, qui connaît bien l'islam, qui a essayé de nous aider. Elle a vu un moment qui mettait le doigt sur quelque chose d'un petit peu sensible, mais elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Et à la Grande Mosquée, ils m'ont dit, madame, et mon mari était là aussi, c'est un jeune converti, il est ignorant. Ok, bon, ouais, jeune converti, d'accord. Ça va lui passer. Bon, ça allait super passer, quelques mois après, il partait. Ils m'ont pas inquiété. Alors que c'était le début, on commençait à parler en France, stop djihadisme, etc. Rien. Je suis rentrée à la maison avec un petit bouquin sous les bras à la Grande Mosquée de Paris.
J'avais des versets à lire sur Marie et le prophète avec mon fils. Vous savez, comme on disait autrefois, un paternoster disait Ave Maria et ça ira mieux. Bon, j'en parle à mon fils, il dit écoute maman, t'inquiète pas, de toute façon la grande mosquée de Paris c'est pas l'islam. Ouais, ça m'a pas tellement rassuré, mais bon. Je leur avais demandé s'ils voulaient bien converser avec Quentin. Et ils m'ont dit, alors c'est l'administration, hein, pas après 17h le soir. Bon, ils étaient d'accord sur le principe. J'en parle à Quentin, qui avait un petit boulot chez Decathlon à l'époque, à côté de l'université. Et puis, il ne pouvait pas quitter le boulot avant 18h. Donc il n'était pas contre les rencontrer, mais il fallait s'arranger sur l'horaire. Cet horaire n'a pas été arrangé. Moi, je demandais de l'aide. Donc j'ai appelé quelqu'un. Si on ne me répondait pas, je passais à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Que je sentais une inquiétude, quelque chose qui croissait, qui montait, mais je n'ai pas vu le danger venir. Parce que Quentin ne correspondait pas aux clichés, à tout ce qu'on... Les premiers djihadistes qui sont partis, c'était pas Quentin. Donc je me disais, au pire, il va être un petit peu dans l'intégrisme comme ça un certain temps, mais il va finir par en sortir, parce que Quentin, il était sportif, il aimait danser. Il avait une copine que ses copains salafistes lui ont fait arrêter parce qu'elle était arabe, pas halal. Il faisait du piano, il a arrêté, mais il disait pas c'est un péché, c'est machin, il disait ça m'éloigne de Dieu, c'est futile. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous faites avec un enfant qui est sous votre toit, qui vous respecte? Parce que Quentin n'était pas violent, il n'était pas surveillé par la police, il n'était pas fiché S. Moi, j'aimerais bien qu'on invente des fiches F, en voie de fragilisation, vous voyez? Mais les fiches S, c'est bon. Par contre, son copain qui est en prison aujourd'hui, qui l'a radicalisé, ou un de ceux qui l'a radicalisé, eh bien, lui sortira de prison. Il va être jugé, il est vivant, mais il a conduit son copain à la mort, il l'a conduit à l'aéroport. Et il y a un de ceux qui l'a conduit à l'aéroport, qui l'a vu pleurer, Quentin. Alors je ne sais pas si Quentin savait qu'il allait faire un voyage sans retour, ou si il partait voir si l'herbe était plus verte, parce qu'il nous a dit, après, un mois après, quand on a su où il était, il nous a dit, je pars aider des gens. Il voulait voir peut-être ce que c'était qu'un pays musulman, ou ce fantasme du pays musulman qu'ils sont allés rejoindre. Et donc il pleurait à l'aéroport. Un copain qui pleure, enfin je sais pas, on ne fait pas quelque chose? Non. Vous voyez, ils ont une responsabilité ceux-là, mais ils ne sont pas partis. Ça c'est dur, c'est très très dur. Mais bon, je pourrais vous parler des heures, c'est juste pour vous dire, c'est compliqué à comprendre, c'est très important de comprendre. Moi c'est sûr que de le faire, ça m'aide à ne pas sombrer. Quentin, j'ai pas de sépulture, j'ai rien, j'ai pas de corps, je ne sais même pas quand il est mort. Celui qui nous a annoncé sa mort nous a dit l'islam n'est pas une religion de paix, c'est une religion de soumission par le sabre. C'est dur, mais c'est ce qu'ils disent. Et Quentin, dans sa lettre de conversion, nous avait dit c'est l'amour, la religion de l'amour, etc. Il avait compris que les musulmans n'avaient pas forcément bonne presse. Il était quand même un petit peu solidaire du sentiment de victimisation de certains musulmans, mais il nous disait papa, maman, vous inquiétez pas, je sais que j'ai pas choisi une religion facile, mais voilà, c'est une belle religion. Et puis ça changera rien entre nous, quoi. Je suis juste. Il me disait en rigolant, maman, c'est pas parce que je deviens musulman que tu vas me faire du couscous. Vous voyez, c'était voilà. Et moi je me disais, pourquoi pas avoir un fils musulman? Mon aîné est athée. Nous on les a baptisés, on est tradition catholique. Et alors, moi j'ai une de mes sœurs qui a un copain juif. C'est un peu une famille Benetton chez nous. Et je me dis, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Sauf que Quentin il est devenu intolérant en partant là-bas. Bon, il s'est transformé. Il faut passer la parole à la salle et à David. Merci. Oui, je voudrais, moi, prendre, on va dire, un peu de hauteur, de recul par rapport à tout ça, tout ce qui a été dit. Moi, je voudrais me placer sur un plan, je vais presque dire ici, en France, avec ce côté, cette vision laïque des choses. Attention, je suis pas contre, pas me faire mélanger les choses. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai écouté un reportage, c'était un prêtre, je ne sais pas son nom, c'est lui qui a fait l'office au moment de l'office où Johnny Hallyday est mort. Voilà. Et
on parlait un petit peu de ce sujet-là, il a dit, mais ces jeunes-là, ils sont perdus, ils sont paumés, ils n'ont pas de vision de la vie, de la société. Donc, encore une fois, l'éducation n'a rien à voir là-dedans, parce que j'ai d'autres exemples, l'éducation était sans problème, on va dire, et ils sont quand même partis, ils sont quand même... Voilà. Et donc, il y a aussi un... Ils n'ont pas de vision, pas d'idéal. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui leur propose une vision, un idéal, justement, en partant, parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Ils ne partent pas pour mourir. Ils partent avec un projet, avec une idée, avec on leur met en tête. Donc, ils sont... et ils partent. Ils ne savent pas, ils ne pensent même pas à la mort. Ils ne pensent pas, ils partent. Parce qu'ils ont cette... comme ils n'ont pas d'idéal ici, et moi j'ai un exemple très concret, je connais quelqu'un qui a une éducation, bon c'est juif, mais c'est pareil, ça peut être n'importe quelle religion, à 17 ans il était perdu, il voulait même se suicider. J'étais très bien avec lui, j'ai beaucoup parlé avec lui, et il s'est accroché. Qu'est-ce qui lui a donné l'envie de revivre? C'est la religion. Mais la religion, il n'est pas devenu ni intégriste, c'est la religion qui l'a sauvé. Bon, maintenant, il est adulte, il est très bien, mais c'est une religion, comme a dit un de ceux qui l'a aidé, mon rabbin, on va dire, je le crois, qui dit, mais on ne vit pas pour la religion, c'est la religion qui doit aider à vivre. Je crois que c'est important, cette façon de voir les choses. Et donc, trouver un sens. Et moi, j'aime bien, je termine. J'aime bien ce terme de professeur Olive Einstein, j'aime bien son livre, je pense que vous l'avez vu aussi, Il n'y a pas de drogués d'heureux. Et il a donné une phrase que je ressors souvent, c'est qu'il faut donner un sens à sa vie et à chaque chose que l'on fait et à sa vie. C'est pour ça qu'il faut, c'est à nous, enfin, moi je ne m'occupe pas du côté religieux, c'est la sphère personnelle. Il faut leur donner un sens en tant qu'homme, en tant que citoyen. Et la religion, elle est libre, bien sûr, mais ça c'est leur problème. Moi je vais arrêter là. Merci. Bonsoir et merci pour votre témoignage. Pour revenir sur Quentin, à votre avis, ça a mis combien de temps à se radicaliser et est-ce qu'il a fréquenté des salles de prière particulières ou comment s'est passé le processus à votre avis? Alors, quand ça nous est arrivé, on est tombé des nues et on a appuyé sur le bouton replay pour essayer de refaire la marche arrière. Donc on a appris, parce qu'en fait j'ai participé à la première campagne de Stop Djihadisme avec des capsules vidéo justement de maman qui parlait. C'est comme ça que j'ai commencé à être publique avant de sortir le livre. Et le fait de devenir public, du coup, il y a des gens qui m'ont écrit sur Internet, Facebook, Twitter, etc. Et dans la ville où j'habite, à Sevran, dans le 93, du coup, il y a des gens aussi qui ont parlé. Et puis, je me suis aperçue comme ça. Quand Quentin donc, est parti en Syrie, je suis rentrée dans une association de parents, un petit peu dans celle dont vous parliez tout à l'heure, de parents touchés par la radicalisation. Et j'apprends qu'il y a un jeune, déjà, de Sevran qui est mort là-bas. Donc je rencontre la maman, etc. Donc ça c'était en l'automne 2014. Et on va voir le maire. Et donc le numéro vert venait sortir, on va voir notre maire, on a dit écoutez, on est parents de jeunes partis en Syrie. J'ai appris qu'un jeune était parti et mort. Il faut faire quelque chose pour la prévention. Parce que c'est déjà un de trop. 2 partis, un mort. Bon, je ne pensais pas à ce moment-là que mon fils allait mourir. J'étais loin de tout ça. Et le maire n'a jamais diffusé le numéro vert. Jamais. Il l'a fait à la mort de Quentin. Quand on est allé au conseil municipal pour pousser un coup de gueulante, etc., parce qu'il y a eu près de 10 morts, 15 départs. On dit Sevran de Molenbeek. Et donc, on a voulu comprendre comment c'était arrivé. On a appris qu'il y avait une salle de prière, effectivement, là-bas. Parce qu'il n'y a pas de grande mosquée à Sevran, il y a plusieurs mosquées, parce qu'en fait, les mosquées se sont organisées par communauté. Il y a la mosquée des Turcs, la mosquée des Marocains, la mosquée des Algériens, ils ne se mélangent pas. C'est aussi un des problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais en France, en tout cas, c'est un petit peu compliqué.
Et donc, du coup, il y a des négociations avec la mairie, il y a celui qui va avoir le terrain, le machin et tout. Bon. Donc, il y avait des grosses négociations. Et il y a eu effectivement une salle de prière qu'on a appelée la mosquée d'Esch, dont on ignorait l'existence, mais que le maire connaissait. Et c'était d'ailleurs des... Mais ça, on l'a su après. Et c'était d'ailleurs des musulmans, plutôt assez anciens, des sages, j'appellerais plutôt des sages, qui sont allés voir le maire en disant « Monsieur le maire, il y a des prêches haineux dans une salle de prière, là, il faut faire quelque chose. » Et ils n'ont rien fait. Alors, le maire dit qu'il a appelé le préfet. Alors, le maire n'a pas le pouvoir de fermer la mosquée. Par contre, il a fait des pieds et des mains pour une grève de la faim, pour avoir des sous pour sa commune. Il aurait pu être un petit peu plus insistant. Toujours est-il que cette mosquée est restée ouverte, pour notre plus grand malheur, parce qu'effectivement, Quentin, c'est une des mosquées qu'il a fréquentées. Pas que celle-là. Il est allé dans une autre mosquée normale. Mon mari l'a accompagné au début de sa conversion pour voir là où il allait prier. Quentin changeait d'endroit assez souvent. C'était pas bon, prière du vendredi. Voilà. Donc il a fréquenté plusieurs endroits et c'est ça aussi qui est compliqué parce qu'un jeune qui commence à se radicaliser, on lui dit surtout profil bas. Voilà. Montre pas trop où tu vas, quoi. Donc c'est caché. Il y a une autre question. Oui. Touché par le témoignage et en même temps j'avais envie de me distancier un peu. Et, parce qu'on voit bien qu'en effet l'intégrisme de l'islam est au cœur de cette affaire-là. Mais en même temps je me disais, dans l'histoire il y a eu d'autres radicalisations. Enfin, moi je pense, de par ma génération par exemple, il y a eu des groupes qui sont tombés dans la violence dans l'extrême gauche, Action Directe, il y a eu en Italie, il y a eu en Allemagne, on pourrait dire l'OS aussi, etc. Enfin, et on pourrait dire l'élitisme aussi. Donc je voulais savoir s'il y avait des... Je vois bien que c'est très spécifique, mais je me dis, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce côté-là aussi? C'est-à-dire que la question de jeunes qui tombent dans la radicalité, dans des systèmes, des contextes différents, est-ce que ça peut nous aider aussi à comprendre cette affaire-là, ou est-ce que c'est, on considère que c'est trop singulier, que toute comparaison historique n'amène pas un plus et une réflexion? Voilà, c'est ça. Je crois qu'on voit bien à travers le témoignage de Véronique la complexité des choses et qu'on ne peut pas se précipiter pour trouver une cause, un élément, etc. La radicalisation a toujours existé. Je vous conseille d'ailleurs la lecture du dernier livre d'Anne Muxel et Olivier Galland sur la tentation radicale, qui essaye de resituer ça justement par rapport à différentes dimensions. Alors elle préfère parler d'absolutisme. Bon, il y a la question du sens évidemment, qui prend une dimension particulière, en particulier à l'adolescence, dans cette quête. Et ce qui est très important, je trouve, de comprendre que ce soit le Quentin, que ce soit Mansour ou les autres qu'on ne va pas avoir le temps de vous passer, c'est qu'il y a cette contradiction-là très forte entre dire, à un moment donné, ils sont sous emprise d'une influence extérieure, et en même temps une démarche dans laquelle ils sont totalement sujets. Vous le montrez bien dans votre livre, que Quentin, il fait ses choix. Il n'est pas manipulé, etc. Mais il y a donc cette double polarité entre cette quête de sens qui peut nous mener, chacun d'entre nous, mais en particulier au moment de l'adolescence, soit à des continuités, soit à des ruptures par rapport aux valeurs familiales. Et effectivement, là, le contexte aujourd'hui, hein, c'est que pour un certain nombre de jeunes, le basculement se fait dans la rencontre avec la question religieuse. Marcel Gauchet pense à cette phrase sur qu'est-ce qu'on peut devenir et comment trouver du sens dans un monde sans Dieu. C'est-à-dire dans l'hypermodernité dans lequel effectivement chaque sujet, chacun d'entre nous est renvoyé à lui-même pour trouver le sens de son existence, parce qu'effectivement, historiquement, on était catholique, protestant, musulman ou autre, ça faisait partie de l'identité. Tandis que ce qu'a bien dit Véronique, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est de rendre les enfants autonomes pour qu'ils fassent leurs choix eux-mêmes et qu'ils puissent répondre à cette société liquide, flexible, etc. Alors ça c'est nouveau par rapport à la question de la croyance, hein, et la question du fait que ce n'est pas un problème de rompre, hein, sur tel ou tel aspect avec l'héritage familial, hein, et puis d'en garder des bouts, etc.
c'est-à-dire de se bricoler soi-même son propre système de croyances, son système de valeurs, etc. Et donc c'est pour ça que la question est compliquée, parce que effectivement on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas sujets dans le processus. Et tous les jeunes, c'est pour ça que ça nous a intéressés sur les capsules vidéo, c'est qu'ils racontent à la fois comment ils ont été pris dedans, mais ils racontent aussi comment ils se sont sortis de cette emprise. Et c'est le même sujet en fait qui a fait les deux. Hein, c'est la même personne. Mais évidemment, c'est dans un processus. C'est d'ailleurs un des problèmes du livre d'Anne Muxel et Olivia Galland, c'est qu'ils ont fait une photographie à un moment donné, hein, de la situation actuelle des jeunes lycéens. Sauf qu'ils ne montrent pas dans leur livre que cette question, hein, de la radicalisation, c'est un processus qui peut pas... Alors si on fait une photographie à un moment donné, on peut se tromper, parce qu'on peut dire bah, celui-là il est radical, mais peut-être que quelques mois après, il le sera différemment, il ne le sera plus, ou il le sera autrement, ou il sera justement dans ce processus de retrouver du sens autrement. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport au témoignage de Véronique est très très important, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aider ces familles-là. C'est-à-dire, Véronique, dans son bouquin, elle décrit très bien la déshérence, le désespoir, elle frappe aux portes, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, avec cette... Comment je ne sais même pas, je ne trouve pas les mots, de penser que 3 ans après sa mort, la police vient encore perquisitionner, etc. Dans les autres familles, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la préoccupation sécuritaire prend toute la place, qui fait qu'il n'y a plus de place pour ce qui paraît quand même essentiel, c'est justement de soutenir les familles qui sont confrontées à cette question. Et un des moyens de les soutenir, c'est de leur demander de nous aider. C'est pour ça que symboliquement, j'étais très content que Véronique propose de venir, parce que c'est évidemment eux qui sont le mieux placés pour rentrer dans cet accompagnement dont les familles ont besoin, dont les jeunes ont besoin, dont nous avons tous, dont la société a besoin, pour arriver à trouver des réponses par rapport à cette question-là. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais juste, parce qu'on va réouvrir le débat, mais je voudrais vous dire une dernière chose sur ce qu'on a essayé de faire à Scarbeck, suite à ces 2 ans ou 3 ans de programme de prévention. Il se trouve que on a, c'était il y a 15 jours, organisé un groupe à leur demande de familles de djihadistes, de victimes des attentats de Bruxelles et de gens qui sont en première ligne sur ces questions-là. Alors pour vous dire, dans le groupe, il y avait une femme qui a perdu son compagnon au Bataclan, et il y avait Aziz, qui est le père d'un des 3 assaillants du Bataclan. Il y avait Nabila qui a perdu 3 enfants en Syrie, en Irak, et puis il y avait des gens qui sont... il y avait Sandrine, dont je vous ai lu le témoignage tout à l'heure, et il y avait une enseignante dont 3 élèves de la classe sont partis, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'est de penser que plutôt que d'opposer les uns aux autres, hein, de cultiver ce qui est au cœur, et ça nous a beaucoup frappé, parce que dans tous les témoignages, et en particulier le témoignage de Véronique ou de Salia, c'était de dire, bon, par rapport à ce qui nous est arrivé, le seul moyen en fait, de se reconstruire, c'est effectivement ce que Salia appelle la victimisation active, c'est-à-dire en fait de s'investir pour que ça n'arrive pas à d'autres, de s'investir pour trouver des façons de retisser le lien. Et quand vous avez sans doute lu par exemple le livre d'Antoine Léris ou les témoignages de Latifa dont le fils a été tué par Mohamed Merah, etc. C'est-à-dire cette réaction qui fait qu'on va essayer de témoigner pour que ça ne recommence pas. Et c'est dans cette perspective, si on a encore le temps, que juste le témoignage d'Aziz, c'est possible? Oui, on va remettre ça tout de suite. Le son uniquement. Juste le son, parce que c'est le témoignage donc, de Aziz, qui est le père d'un des 3 assaillants du Bataclan. Évidemment, et je pense que son témoignage...
comment dire, est un élément de plus à apporter au débat pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble par rapport à ça. Vous l'avez? Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas les pères. On n'a pas le droit de faire le moindre faux pas parce que si vous en faites un faux pas, les gens vous disent, moi à votre place, je ferai profil bas. Et en tant que père de... C'est difficile. Parce que bon, je ne l'ai pas choisi. Ça vient comme ça et puis il y a ce silence. Parce que j'ai envie d'en parler. Si quelqu'un de mon voisinage a un problème, je peux parler avec lui. Mais moi, personne n'a subi ce genre d'expérience-là, alors personne ne peut m'aider. Moi, j'ai l'impression que ceux qui connaissent le mieux le problème, ce sont les rescapés des attentats. Et les parents des victimes. Comme l'avait dit le père de Lola, vous aussi vous êtes des victimes. On doit aussi vous aider. Je ne demande pas qu'on m'aide matériellement, mais au moins qu'on comprenne que ce n'est pas nous qui les avons envoyés au djihad. On culpabilise tout le temps. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. C'est pas évident, hein. Peut-être que si j'avais fait le contraire, ce serait aussi arrivé, on ne sait pas. Moi, ce qui m'aide, c'est en philosophant. J'ai essayé d'étudier ça sous toutes ses coutures. Est-ce que j'ai failli? Est-ce que sa mère a failli dans son éducation? Je n'arrive pas à trouver de faille. J'ai 3 enfants. Avec les 2 autres, il n'y a pas de problème. Et ils ont été élevés de la même façon. Ils ont toujours été ensemble, ils ont passé les mêmes vacances dans les mêmes endroits. Ils ont les mêmes membres de famille. Les cousins, les tantes, tout ça. Je suis un peu perdu. À chaque fois, quand je cite quelque chose, à force, je trouve des solutions. Mais dans ce cas-là, je n'arrive à trouver aucune solution. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort, qui vous enveloppe. C'est fatigant. Moi, j'ai eu une enfance dure. C'est pour ça qu'après, j'ai essayé de tout faire pour me venger, mais d'une façon positive. J'ai jamais passé de vacances. C'était la guerre en Algérie. Puis quand j'ai eu les enfants, eh bien, eux, ils ont connu les hôtels 5 étoiles. Ça, c'était ma vengeance. J'avais un père religieux. J'ai 10 sœurs. Et il n'y en a pas une qui est voilée. Et puis mon père, c'est quelqu'un qui avait fait l'université. À Lazare, au Caire. J'ai eu une enfance dure. Mais je me suis battu, j'ai été curieux, j'ai appris, j'ai voyagé. Mon fils, il a vécu normalement, il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Moi, je suis pratiquant, croyant. C'est pas marqué ici, hein. On n'est pas obligé de faire des choses de manière ostentatoire. J'ai fait plusieurs mosquées et personnellement, je n'étais pas satisfait. Chacun, il se prend pour le prophète et puis ils essayent d'interpréter selon la tendance. C'est triste. Je sais juste une chose, c'est qu'il y a des solutions. Pour les jeunes qui partent, encore faudrait-il avoir la volonté de résoudre ces problèmes. Mais je sais que la solution de base, c'est l'éducation. Les jeunes aujourd'hui, ils refusent tout ce qui vient des parents, parce que c'est une ancienne génération. Ils se trompent, mais comment leur expliquer? C'est un travail pédagogique. Quand j'ai appris que mon fils commençait à faire la prière pour qu'il continue à m'écouter en tant que père, j'ai été avec lui à la mosquée. J'ai essayé de limiter sa provocation, j'ai essayé de résister. Je n'étais pas d'accord avec sa conception des choses, il n'était pas mûr en matière de politique. Il n'était pas mûr. Il est parti en 2013 en Syrie. Une année après, je suis allé le voir, en 2014. C'est mon fils, je voulais le voir dans quelles conditions il est. Parce qu'au téléphone et par Skype, vous savez, il disait qu'il avait un appartement, un petit château. On s'est dit, ah, il n'est pas à la guerre. Ça nous a fait plaisir. C'est bien s'il peut apporter quelque chose, s'il peut aider, s'il peut... Donc voilà, on parlait sur Skype. On posait des questions, parfois il répondait à côté. On n'a pas cherché à trop à le provoquer. On s'est dit, si jamais il coupe le contact. Et puis avec cette technologie entre Facebook et...
entre je ne sais pas quoi, moi, entre Skype, le téléphone, les mails et tout ça, je suis dépassé. Là-bas, je n'ai même pas pu parler avec lui. C'était le silence total. Il avait toujours une tierce personne avec nous. Est-ce que c'était vraiment son copain? Est-ce qu'il était là pour nous surveiller? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a pu discuter en tête à tête. Après, on a eu affaire à sa femme. C'est elle qui nous parlait. Elle nous donnait des nouvelles, enfin de fausses nouvelles. Ma petite fille doit avoir 1 an. Et j'ai envie d'aller la chercher. Je la trouverai, c'est ma petite fille quand même. C'est un lien de sang important. Et puis elle est innocente, la pauvre. Je ne sais pas si elle mange à sa faim, je ne sais pas comment elle vit, je ne sais pas comment elle dort. J'y pense souvent. Ma petite fille va avoir 1 an. Je voulais passer ce témoignage pour terminer cette rencontre, parce qu'aujourd'hui, évidemment, la question se pose aussi de ceux qui sont là-bas, qui vont revenir, des familles, des enfants. Et cette ambivalence terrible que l'on sent dans toute la société, entre ceux qui disent « oh, pourvu qu'ils meurent là-bas et que surtout ils ne reviennent pas parce que ce sont des bombes à retardement », et ceux qui disent ces enfants, ces petits-enfants qui ont eu cette histoire, est-ce qu'on peut renouer du lien avec eux de telle façon qu'effectivement, ils ne répètent pas cette histoire? Oui, merci beaucoup. Moi, je vais dans des lycées et des collèges mais je les radicalise. Parce que, vous savez bien, j'ai pratiquement tout lu sur ces questions-là. Je ne sais pas si vous avez lu Goscinski, Retour du sacrifice et Monzin, c'est-à-dire qu'il vaut mieux appeler extrémisme que radicalité. La philosophie a une phrase célèbre de Marx, la philosophie radicale. Donc la radicalité est le titre de Dominatant, c'est les âmes errantes, c'est-à-dire justement déracinées. Donc cette déradicalisation, c'est un contresens absolu. Deuxième chose, c'était dans les années 60 à Berkeley, les étudiants avaient une manifestation et il était écrit à l'adresse des adultes, donnez-nous une raison de mourir, ce sera notre raison de vivre. Et Hannah Arendt, chez les Grecs, elle cite souvent le philopsyché, c'est-à-dire celui qui est plus attaché à sa vie qu'à la liberté, c'est un défaut. Et les écologistes allemands, quand il y avait les Pershing, le plan de Pershing à la frontière, les écologistes, ça rime en allemand, ça rime pas en français, plutôt brun que mort, plutôt rouge que mort. Et les résistants, si j'avais dit plutôt brun que mort, où on serait? Et je veux dire, je suis très mal à l'aise parce que j'interviens après l'intervention de Mme Siaten dans ses collèges et dans ses lycées, qui fait pleurer les élèves parce qu'ils manquent d'amour, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants à la France, etc. Et on m'a demandé, à partir de ces émotions, de mettre des mots et de réfléchir, justement. Et je ne veux pas être trop long, mais juste le titre de Spiegler, donc qui n'est pas un djihadiste, hein, qui est un philosophe tout à fait raisonnable et comment dire, sage. Le sous-titre de son dernier livre, c'est comment ne pas devenir fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes sont complètement désemparés. Il y en a qui se réveillent parce qu'ils ne veulent plus être complètement fascinés par la société de consommation. C'est terrible parce que, et je m'arrête là, tous ces jeunes auraient fait des militants extraordinaires si cette force d'engagement n'aurait pas été déviée à quelque chose de mortifère. Mais ça, c'est bien le sens de ce qu'on essaye de faire. C'est justement ceux qui prennent cette voie-là à un moment donné et qui renoncent et qui reviennent dans des investissements et des idéaux qui sont compatibles avec l'idée de construire un monde commun, c'est eux justement qui peuvent répondre à la question. C'est-à-dire que
là, moi, une des choses que je retire de ce travail-là, c'est que, effectivement, comme vous le montrez très bien, c'est une façon d'être sujet et d'exister, de s'affirmer dans des formes de radicalisation du type de celle que vous venez de décrire. Et en même temps, c'est tout autant, et peut-être même plus, une façon d'advenir comme sujet, d'exercer son esprit critique et de faire un travail sur soi-même pour changer d'avis, changer d'opinion. Et à partir du moment où on reconnaît que des formes de radicalisation dans lesquelles on a pu être mènent à des impasses et à la destructivité, de se transformer pour que cette destructivité devienne créative d'autre chose. Et plutôt qu'elle soit dans la mort et la destruction, qu'elle soit dans la vie et la construction d'un monde commun. C'est tout le sens de ce qu'on essaye de faire. Ce que je fais aussi. Bah, super. Bon, voilà. Juste quelques mots. Je pense que chercher à comprendre les terroristes, les tueurs, je crois que c'est une injustice supplémentaire aux vraies victimes des attentats. Donc, enquêter sur les familles des terroristes, c'est un peu tomber dans le piège, parce que vous avez entendu dire Madame Latifa, France est naïve, France, il faut que la France se réveille. Et on a entendu aussi le frère de tueur Mera dire, notre mère nous disait toute la vie que les musulmans naissent pour haïr les juifs. Et donc, voilà. Autre chose, une question à notre cher sociologue. Est-ce que vous connaissez des institutions, associations, des individus qui se disent de culture musulmane de France, protester après les attentats? Donc, je regarde les émissions de religion dimanche matin, mais même le jour après le Bataclan, après la Nice, quand on n'entend pas un mot sur les attentats, dire c'est pas l'islam, c'est pas notre religion et tout ça. Et deuxième question, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous citer quelques pays où le vivre ensemble, coexistence entre l'islam et les autres se passe bien, étant donné qu'en Chine, il y a beaucoup de problèmes avec les musulmans, avec ce sont des Ouïghours, je crois les musulmans sont une ethnie qui s'appelle Ouïghours. Merci. Dernières deux questions pour votre réponse. Elle a demandé, oui, je voulais dire quelque chose. Une dernière prise de parole, peut-être? Non, attendez, il y a madame avant d'abord. Oui, et puis il y a la dame qui est rouge. Elle voulait dire quelque chose. Moi d'abord, je voudrais remercier Britt et Christian d'avoir organisé ce débat parce que c'est courageux d'organiser un débat pour dissiper des confusions, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, je trouve, enfin en France, qu'il y a des tas de confusions entre islamophobie, racisme anti-arabe, entre spiritualité et religion, entre laïcité, anti-religion, etc. Et une confusion que je vous remercie d'avoir dissipée, c'est la confusion entre radicalisation et idéal. Bon. Qu'est-ce que vous avez dit vous-même que bon, il ne s'agit pas de radicalisation chez votre fils Quentin, que en fait il s'est converti d'abord et ensuite il a été comment dire, entraîné par des copains, voilà, à adhérer à une idéologie totalitaire. Bon. Et en effet, le mot de radicalisation ne convient pas, parce que ça
ça signifierait qu'il y a en chacun de nous, enfin qu'il y a en ces gamins une racine du mal. Effectivement, il y a, je crois, un psychiatre que vous connaissez sans doute, Serge Effez, qui a une consultation de déradicalisation familiale à la Pitié et qui a écrit « Il ne s'agit pas pour nous de déradicaliser, au sens d'extirper la racine du mal, le désir de sacrifice ou de mort. Il s'agit effectivement de discuter avec ces gamins ou avec ces adultes pour comprendre, comme vous le faites, non pas ce qui est mauvais en eux, mais comprendre pourquoi ils ont adhéré, comme vous l'avez dit, adhéré à une telle idéologie. Parce qu'il s'agit bien d'une addiction à une idéologie, comme dans les sectes. Bon. Et c'est une idéologie, par ailleurs, comme vous l'avez dit, dans l'islam, il y a plusieurs tendances, et cette idéologie salafiste, c'est une idéologie totalitaire. Bon. Hannah Arendt, puis je termine là-dessus, elle a écrit sur le totalitarisme, et elle a en particulier dit que le mal n'est pas... le mal est banal et peut être extrême, mais il n'est pas radical. Ceux qui ont adhéré au nazisme, ils ont adhéré. Ils ont adhéré et effectivement, ils ont pensé que cette idéologie était bonne et qu'il fallait éliminer les races inférieures, comme il disait. Bon. Et donc, effectivement, je vous remercie vraiment d'avoir explicité ça et de nous faire comprendre que il faut effectivement discuter avec chacun autour de nous pour qu'il n'adhère pas à une idéologie totalitaire. Oui, désolé, mais on va être obligé de conclure. Alors, je voulais dire quelque chose, parce que dans le quartier, il y a une mosquée qui engage et qui paye le voyage, qui a payé le voyage, peut-être plus maintenant, qui est rue Jean-Pierre Timbaud. Elle a été soi-disant fermée, mais l'an dernier, les voisins d'en face, parce que j'avais une réunion en face, on a eu un témoignage, plusieurs témoignages de gens qui avaient été envoyés là-bas, le voyage payé, etc., qui, heureusement, ont pris conscience pour certains. Ils sont venus témoigner, et je peux vous dire que ce n'est pas uniquement nos petits trucs, nos petits baratins. Il y a des gens, on n'a pas parlé des pouvoirs, on n'a pas parlé du politique, on n'a pas parlé des églises, on n'a pas parlé des mosquées, si, monsieur derrière, mais indépendamment de ça, il y a des forces, allez parler aux salafistes du coin, chapeau. Hein. Non, mais vous avez raison, madame, ça a été, est-ce que ce lieu a été signalé? Est-ce que ce lieu a été signalé? Il a été signalé, ce lieu? Oui. Même à la télé, oui. On en a entendu parler même à la télé. Oui, oui, mais bien sûr que c'est ça. Et moi, je partage... Mais je partage entièrement votre opinion, madame, parce que moi j'habite dans une ville où il y a beaucoup d'intégrisme religieux, et oui, ça circule, le mal circule. Donc il faut faire quelque chose au niveau politique. On est trop... Il y a une espèce de déni. Mais bon, mais par contre la radicalisation, madame, c'est pas forcément... un retour aux racines, c'est pas forcément les racines du mal. Hein, on est d'accord. C'est la violence qui pose problème, c'est pas la radicalité. Absolument. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. On est effectivement dans une complexité, et c'est vrai que là, on a choisi d'écouter, d'être à l'écoute de ceux qui sont en première ligne par rapport à ces questions-là. Alors c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à avoir sur le rapport aux religieux aujourd'hui, sur l'éclatement. La communauté musulmane n'existe pas. C'est une multiplicité de groupes, de sous-groupes, de tendances et autres. Et la question aujourd'hui politique, et je voudrais juste terminer là-dessus, sur l'importance de concilier ce qui est du côté de la sécurité, qui est absolument nécessaire,
et ce qui est du côté de la prévention. Et la prévention, elle est des tas de visages, et simplement de dire que nous, on a essayé tout à fait modestement de donner des outils pour permettre à ceux qui sont concernés par ce problème-là et qui ont envie effectivement d'éviter que des jeunes basculent dans un absolutisme qui est manichéen et qui se construit sur la haine de l'autre, et que ça c'est une entrée, mais c'est pas la seule, et il y en a bien d'autres. En tout cas, merci à Britt et Christian d'avoir organisé